Bonjour, bienvenue au dernier JT Pop. Aujourd'hui, on revient sur les Palmes d'Or du Festival de Cannes. J'avais fait un premier numéro où je commençais en 1958 et je finissais en 1970. Et aujourd'hui, je vais faire la suite. Alors, je réexplique le principe, c'est que je vais vous parler des Palmes d'Or que je possède dans ma vidéothèque. Ce n'est pas comment dirais-je, ce n'est pas vraiment disons un gage de qualité ou pas. C'est juste que parfois on les trouve, on les trouve pas. Donc ceux qui ne sont pas cités, ça ne veut pas dire que je ne les aime pas, c'est juste que je ne les peut-être pas trouvés. Et ça veut peut-être dire aussi que je ne les ai pas vus aussi. Donc on va euh, on va faire encore une tranche de 5 films et on va commencer en 73 par l'épouvantail de donc voilà Palme d'Or. Palme d'Or du Nouvel Hollywood et on va dire que oui, on va dire que toutes les années 70 au Festival de Cannes va être marqué par le Nouvel Hollywood. Donc Jerry Schwarzenberg, ou Schwarzenberg, je sais pas comment il faut le prononcer, est un réalisateur du Nouvel Hollywood. Qu'est-ce que c'est que le Nouvel Hollywood? Le Nouvel Hollywood, c'est une nouvelle génération de réalisateurs qui sont apparus dans la fin des années 66, 67 et qui ont donné un nouveau ton au cinéma hollywoodien. Ça a débuté, on pourrait dire, avec Bonnie and Clyde. Euh, et ce qui va générer un changement auprès d'Hollywood, c'est Easy Rider avec euh, Denis Hooper de Denis Hooper avec Peter Fonda. Ce sont des films euh, qui auront euh, énormément de succès. Et donc Hollywood se dit, mais tiens, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu ce succès-là, parce que Hollywood était en train de perdre du terrain par rapport à la télévision, et donc on a donné les moyens à des réalisateurs de faire leurs films. Ces films ont marché, ont rencontré un public, Hollywood s'en est étonné, et du coup est arrivé une pléthore de réalisateurs, Scorsese, Coppola, on peut dire De Palma, voilà. Et il y a un début, comme je vous dis, c'est Bonnie and Clyde. La fin, on pourrait dire que c'est un grosso modo euh, La Porte du Paradis de Michael Cimino. On... Donc Jerry Schwarzenberg avait fait un premier film qui s'appelait Panic à Needle Park, qui racontait le quotidien de drogués dans les rues de New York. Le film a eu un impact et a commencé à mettre en lumière un jeune acteur, pas français, c'est ça, un jeune acteur qui est devenu une star depuis, qui est Al Pacino. Donc il refait un film après ça, qui est L'Épouvantail, et il décide de raconter l'histoire de deux SDF, deux hobos, euh, chacun pour des raisons différentes. Ces deux hobos sont joués par Gene Hackman et Al Pacino. Donc il y a Max. Max, disons que il a un rêve, c'est de monter un garage, disons une station-service,
Il a économisé depuis des années et des années. Et il doit se rendre à Pittsburgh. Par contre, le personnage de Pacino, Lyon, si je me souviens bien, est un ancien marine. Il a laissé en plan sa famille. Il n'a pas donné de nouvelles depuis un certain temps. Euh, il a eu une fille. Et lui, il veut rejoindre sa famille pour donner une peluche à sa fille. Voilà. Donc ça, c'est la trame. On est sur les routes, comme Easy Rider. Et en fait, comme beaucoup de films de cette époque, sauf que là, on n'est pas en voiture, on n'est pas en moto, on est à pied. Ce qui fait toute la force de ce film. C'est-à-dire qu'on est à un rythme qui est le rythme parce qu'ils font du stop et qu'ils essayent d'aller chez eux à travers le stop. Et donc c'est ce parcours-là qui intéresse, c'est ce rythme-là c'est-à-dire que ça raconte autant leurs problèmes pour arriver à trouver une voiture qui les amène dans un lieu, ça raconte leur rencontre. Donc c'est un film qui passe par plusieurs humeurs différentes, qui est on rit, on est joyeux, on va aller vers puisqu'à un moment donné ils vont passer par la case prison et là on va voir aussi la dureté de la vie et puis disons que le film ne se termine pas très bien et donc on a quelque chose aussi de sombre. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que Jerry Schwartzberg choisit juste un moment et qui laisse une fin ouverte et ce qui donne aussi le ton du film. Alors Jerry Schwartzberg est avant tout un grand photographe qui avait tendance à photographier les stars d'Hollywood. C'est comme ça qu'il s'est fait des tas et des tas d'amis dans les milieux des acteurs. Et un de ses films, il a lancé Faye Dunaway dans un de ses premiers films. Et il a mis aussi des visages connus qu'il avait photographiés en avant. Donc Pacino, c'est lui, il va pas devenir une vedette avec l'épouvantail, il sera vedette avec le parrain. Gene Hackman, lui, a déjà une grosse carrière derrière lui. Il est peut-être même un des acteurs de ce nouvel Hollywood, puisque il a déjà derrière lui des films tels que French Connection et surtout Bonnie and Clyde, qui est un des films lanceurs de ce mouvement. Et donc on va suivre pendant 1h45, 1h50 le voyage autant intérieur, psychologique que un véritable périple. C'est un film superbe. Euh, et ce qui est étonnant, c'est que euh, souvent aux États-Unis, quand on envoie des films au Festival de Cannes, c'est souvent des films dits euh, indépendants. Et à cette époque-là, c'est des gros studios. Et là, c'est la Warner. Et donc voilà. Donc l'épouvantail, film magnifique à voir et à revoir. Je sais pas s'il est si connu que ça, mais en tout cas, je vous conseille vraiment de jeter un œil. Voilà. Donc 73. 74, une autre palme d'or, et un autre réalisateur, mais toujours le nouvel Hollywood. Alors là, on voit que c'est toujours en gros Francis Ford Coppola, palme d'or, et encore Gene Hackman sur l'affiche. Donc ça prouve vraiment que Gene Hackman c'est un des acteurs de ce nouvel Hollywood. Donc Francis Ford Coppola sort
du Parrain, prépare le Parrain 2, mais en milieu, il veut faire un film, un petit film, un film qui pense qu'il est beaucoup plus personnel, quelque chose qui lui tient beaucoup plus à cœur, et donc c'est Conversations secrètes. Alors Conversations secrètes, ça vient de plusieurs choses, c'est-à-dire que Coppola a eu euh, la chance ou disons que je sais pas si c'est une chance, mais enfin il était très ami. Il a toujours travaillé avec Walter Murch qui était un spécialiste du son, et un jour il a eu affaire à ce qu'on appellerait ce qu'on appelle un forum de tout ce qui se faisait dans l'espionnage, et Coppola et Walter Murch ont pu voir ça et se sont dit mais il y a un film à faire. Ensuite il y a un film qui a beaucoup marqué le nouvel Hollywood, c'est Blaop, que je, Blaop de Michelangelo Antonioni, pas confondre Blaout de Brian De Palma, qui parce que c'était l'histoire d'un photographe obsédé par une photo, et Coppola va se servir de pratiquement la même trame, c'est-à-dire un type spécialiste dans l'espionnage, je sais pas si on peut dire espion, mais quelqu'un qui est dans la surveillance, et qui va devenir lui-même obsédé par ce qu'il entend. Parce qu'un jour, euh, euh, une phrase, le tic, du coup, l'intéresse. Parce que le personnage joué par Gene Hackman est une sorte de presque fonctionnaire mais maniaque, et qui ne s'intéresse pas beaucoup à disons à ce qu'il écoute, ce qu'il surveille, et puis un jour, ben voilà, ça le titille, et voilà. Et donc le film raconte ça. Ce qui est magnifique dans ce film, c'est que euh, on est dans un thriller paranoïaque, on est un film sur l'obsession, et on est surtout un film sur la solitude. Le personnage joué par Gene Hackman, qui est un personnage froid, euh, peu aimable, euh, se retrouve lui-même embarqué dans une affaire un peu plus grosse qu'il n'y paraît, et qui c'est-à-dire que c'est le dans le jeu de la chat et la souris, il a toujours été le chat, et puis à un moment donné, il va devenir la souris. Et donc ça, c'est formidable. Il y a aussi une peinture de personnages passionnants, parce que euh, tous intéressés par la technologie, tout ça. Et c'est vrai que on est un peu dans les geeks de l'époque, c'est-à-dire des gens monomaniaques sur une technologie qui est tout ce qui est sono. Euh, il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas encore le THX, mais on travaille énormément sur tout ce qui est Dolby. On est en pleine époque où le son devient important, que ce soit au cinéma, à la télévision, ou voilà. Donc on est dans une nouvelle ère. Coppola raconte ça, il le raconte fort bien. Il y a aussi, on parle de l'intime, car le personnage de Gene Hackman suit un couple, et c'est peut-être le mystère du couple qui l'intéresse tout autant que ce qui est dit, parce que lui, il vit avec une... Quoi, il vit pas. Il va voir de temps en temps une jeune fille jouée par Terry Garr, et où on ne sait pas si c'est sa maîtresse, si c'est une prostituée. Il a un rapport très ambigu, il ne veut pas s'attacher avec elle, mais en même temps il veut pas la lâcher. Voilà. Il a un rapport assez étonnant dans sa vie privée, le personnage de Gene Hackman, et en plus Gene Hackman qui joue un personnage qui ne montre pas ses émotions, donc c'est un personnage sûrement
pas évident à jouer, mais il le fait de manière de maître, et il est époustouflant de A à Z. A à Z, la mise en scène et joue beaucoup du montage parce qu'on écoute plusieurs fois les dialogues des personnages qui sont suivis et écoutés, et à chaque fois, on a une perception différente de ce qui est dit. Est-ce que ce qui est dit est positif? Est-ce que ce qui est dit est négatif? Est-ce que c'est interrogatif? Tout ça euh, euh, apporte quelque chose. Je dirais c'est aussi un film sur presque qu'est-ce que c'est que la mise en scène, qu'est-ce qui euh, est sur les pouvoirs du son et le pouvoir de l'image. Donc c'est vraiment un film extraordinaire. Donc on peut dire que c'est étonnant parce que on peut dire que c'est presque il y a presque une trilogie sur le même sujet. Donc il y a Blaop de Michelangelo Antonioni. C'est l'histoire d'un photographe qui voit un truc dans une photographie et qui met un certain temps à savoir quoi. Il y a le Gene Hackman avec le son et euh, Brian De Palma va faire Blowout avec John Travolta, où là c'est le son et l'image. Et donc on voit que, et si je m'abuse, je crois que Blowout est au début des années 80 et que c'est presque Blowout est presque le chant du cygne, j'allais dire, de ce qu'on appelle le thriller paranoïaque, même s'il y en a eu encore après, mais voilà. Et là, la thématique, c'est de mettre les deux ensemble, l'image et le son. Et donc, c'est un film aussi passionnant, mais là, je suis complètement au sujet parce que je parle des Palmes d'Or. Donc, on va continuer avec une autre Palme d'Or. Alors là, super célèbre. Hein. On peut pas dire, on, on peut pas dire mieux. Donc, Taxi Driver de Martin Scorsese arrive sur les écrans en 76. On va faire la connaissance d'un acteur, on va faire la différence d'un acteur, d'un univers et de toute une équipe technique pratiquement. Et donc Taxi Driver euh, pour pour euh, pour ceux qui ne connaissent pas, alors donc Palme d'Or 76. Donc ça raconte l'histoire de Travis Bickle, un, un conducteur de taxi, un chauffeur de taxi, pardon, qui revient de la guerre du Vietnam, qui roule la nuit dans toutes les rues de New York, qui a du mal à communiquer avec les autres, qui a même du mal à s'intégrer, et il va tomber amoureux d'une femme militante politique. Il va se prendre en revers avec, et puis ensuite il va avoir envie d'aider une jeune prostituée jouée par Jodie Foster, de le sortir des quartiers malfamés. Alors ça aurait pu être ce qu'on appelle un vigilant movie, mais il y a Paul Schrader au scénario qui n'est pas un manchot et qui connaît bien les personnages de la rue à cette époque, et puis il y a Martin Scorsese à la caméra qui grâce à une mise en scène brillantissime arrive à être dans la tête de ce personnage. Il y a des images passionnantes, magnifiques de la 42e avenue. On est du début à la fin happé par ce personnage. J'allais dire l'histoire en elle-même, elle est en fond. Au début, on commence par entrer dans la tête d'un personnage qui est mal dans sa tête et qui va à la fin arriver à une explosion de violence comme on n'avait pas vu depuis La Horde Sauvage,
et le film à la fin est assez terrible pour ça. On découvre un univers, la rue sale de New York. Tout ça est accompagné en plus par une musique jazzy, mais en même temps mélancolique de Bernard Herrmann. Alors Bernard Herrmann, c'est quelqu'un qui faisait les musiques de Alfred Hitchcock et qui a fait aussi quelques musiques pour Brian De Palma et qui étonnamment fait sa dernière bande originale et qui est non dernière bande originale, je crois que c'est Obsession de Brian De Palma, mais bon, enfin bref, et qui prouve qu'il arrive à faire plein de choses qu'il n'avait pas faites à l'époque. Là on est dans du jazzy, on l'avait jamais entendu dans cette sonorité là on est voilà. Et donc le film est brillant dans tous les sens. C'est une palme d'or évidente. C'est un film qui aura du succès, qui va mettre Robert De Niro, parce que j'ai oublié de vous dire que Travis Bickle est joué admirablement par Robert De Niro, qui est habité tout le long du film. Et, euh, et voilà, culte, ça c'est sûr, chef-d'œuvre, un des films préférés de Tarantino. Là, c'est vraiment, je l'ai revu il y a pas longtemps. On prend toujours du plaisir à le revoir. Donc vraiment une très très grande palme d'or. Ce qui est étonnant, c'est que les deux films que je vous ai présentés, Conversation secrète et Taxi Driver, sont des films qui pourraient être considérés comme du cinéma de genre, qui sont du cinéma de genre, qui flirtent avec le cinéma de genre, et en fait, on se rend compte que le nouvel Hollywood sont en train d'exploser les codes de ce qui était le cinéma de genre. C'est pour ça que j'hésite à dire de tout à fait que c'est du cinéma de genre, mais en tout cas, c'est du grand cinéma, c'est du chef-d'œuvre. Quatrième film de la session. Alors là, voilà, encore un film immense, Apocalypse Now. Alors là, c'est l'édition définitive où dans le Blu-ray, dans les bonus, vous avez autant l'édition qui est sortie en 79 et l'édition Redux. Donc voilà. Donc Apocalypse Now, qui est une des rares deuxième Palme d'Or. Coppola l'a donc eu avec Conversation secrète. Il a eu qui a été un bide. Mais ensuite, il a fait le Parrain 2 qui a été un énorme succès et il décide de créer un studio et de faire le film ultime sur le Vietnam. Au début, c'était George Lucas qui devait s'y coller. Et puis pour une histoire de temps et puis surtout de Star Wars, c'est Coppola qui s'y est mis sur un scénario de John Milius d'après une nouvelle de Joseph Conrad qui transpose, parce que l'histoire de Joseph Conrad se passait, si je m'abuse, dans les colonies au début du 19e siècle ou du 20e, je sais, je me rappelle jamais, voilà, peut-être 20e. Apocalypse Now, il le transpose en plein Vietnam et voilà, le tournage est épique. Il y a un documentaire qui s'appelle Au cœur des ténèbres est aussi célèbre que le film parce que ça raconte comment ils avaient de l'argent, il y avait de la drogue, ils sont devenus fous, mais ce qui est formidable, c'est que tout ça se ressent dans le film Apocalypse Now. Alors moi, j'aime beaucoup la version que j'ai découverte en, en cassette vidéo dans les années 80. Je crois même que c'est un des premiers films que j'ai loué avec mes propres sous. Donc la version de 2h30, pour des raisons simples, c'est que elle me semble beaucoup plus psychédélique, beaucoup plus folle, moins explicative, alors que la version Redux me semble plus proche
de l'Iliade d'Homère que peut-être de Conrad. Mais ça, c'est mon point de vue. Je n'ai pas vu la version Director Cut. J'avoue que est-ce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il a rajouté, enlevé, tout ça. Ça m'importe peu. Le film a coûté un fric fou, ça se voit. On est toujours étonné par la chevauchée des Valkyries. On est toujours étonné par le final. Euh, et ça a été un énorme succès. Et c'est un film qu'on peut dire qui est oui, qui est pas un film facile, mais qui arrive à avoir des moments où on est des moments contemplatifs, des moments presque philosophiques, des moments de réflexion, et puis d'un coup on a des scènes ultra spectaculaires, donc la scène des hélicoptères, mais il y a aussi un massacre dans un bateau, il y a aussi une scène dans un pont d'une beauté visuelle absolue. Il faut vous dire que pour la photo, euh, Francis Ford Coppola s'est allié avec Vittorio Storaro, c'était le directeur photo officiel de Bernardo Bertolucci, et il donne une image presque électrique à un film. On n'est jamais dans le réalisme, on est toujours dans la folie totale. Et voilà. Alors il y a un casting de fou. J'ai cité personne. Donc Martin Sheen joue le personnage qu'on va suivre euh, dans son odyssée pour retrouver le colonel Kurtz, qui est joué admirablement bien par Marlon Brando. Marlon Brando qui avait pris 40 ou 80 kilos, je sais plus. Il était devenu énorme. Et il n'avait pas prévenu la production, et quand ils l'ont vu, Coppola ont trouvé des manières de le filmer différentes. Il y a Robert Duval qui joue un colonel qui met de l'opéra quand il combat, et qui en même temps le soir fait des burgers sur le grill, et qui veut absolument que surfer. Voilà, on a Denis Hooper qui joue un reporter complètement allumé. Il était allumé complètement à l'époque. Et puis bien sûr, il y a des apparitions d'Harrison Ford, il y a même Laurence Fishburne qui démarre. Voilà, c'est un film incroyable. Voilà, mais, euh, c'est des palmes d'or mythiques. Hein, on est à la fin des années 70, et on rentre dans une ère, parce que le film, je crois qu'il a été tourné sur support numérique, c'est-à-dire sur les cassettes vidéo, ce qui va changer beaucoup de choses. Euh, Parce que voilà, le film est fou par rapport à ce qu'il raconte, par rapport à sa mise en scène, mais aussi c'était aussi audacieux techniquement pour l'époque. Voilà. Donc, Apocalypse Now. Et on va finir par peut-être une palme d'or moins connue, mais tout aussi euh, intéressante, passionnante, foisonnante, et qui peut-être une date aussi euh, pour le cinéma de cette époque. C'est Le spectacle commence de Bob Fosse. Donc Bob Fosse, c'est un réalisateur de cinéma qui a eu déjà du succès avec un film comme Cabaret, avec Lisa Minnelli, qui est un chorégraphe de musical, qui a réalisé des documentaires, et qui euh, faisait de la télévision. Et donc que le spectacle commence, Al Date Jazz raconte ça, raconte euh, la vie d'un metteur en scène qui est en plein montage d'un film sur un humoriste. Je pense que ça fait penser, ça revient au moment où il tournait Lenny avec Dustin Hoffman. Ça parle aussi de qu'il est en pleine chorégraphie d'un spectacle, et il s'occupe aussi
d'un spectacle pour la télévision. Et donc, pour pouvoir faire tout ça, parce que pour faire tout ça, faut en avoir, hein, il faut avoir de l'énergie. Ça raconte que le type il clope, qui prend beaucoup de pilules et qui picole énormément, et donc il va se retrouver à un moment donné où il a des problèmes cardiaques. Et donc le film, je ne spoil pas si je dis ça parce que on le sait pratiquement dès le début. C'est un réalisateur, c'est le metteur en scène qui se raconte à un personnage qui pourrait s'apparenter à la mort. Et ce personnage-là est joué par Jessica Lange. Le metteur en scène est joué par Roy Scheider. Alors, Roy Scheider, c'est l'acteur des Dents de la Mer ou de Sorcerer. Et donc, ce qui est je trouve, formidable, c'est que c'est une autobiographie. C'est Bob Fosse qui se raconte. Et, il le raconte, mais il n'y a rien d'hagiographique là-dedans. C'est une critique de lui-même, du fait de comment il se comporte avec les femmes, comment il se comporte avec sa famille, c'est-à-dire qu'il a des maîtresses, il s'en cache pas, sa famille est malheureuse, mais ça le dérange pas. C'est un mode de vie. Et en fait, le film préfigure un peu de la fin de vie de Bob Fosse, parce que Bob Fosse est décédé d'une crise cardiaque dans un parc. Il est mort dans un banc. Et le film raconte ça d'une manière, comment dire, onirique. Voilà, c'est le mot qui convient, c'est d'une manière onirique. Il y a des effets de montage passionnants parce que le film est une sorte de biopic, mais de biopic sous amphétamine. Et c'est une succession de scènes courtes, coupées, cut, et qu'on peut retrouver plus tard. Et que voilà, donc c'est un patchwork, mais on n'est jamais perdu. Et on retrouve tout à la fin, et on comprend tout à un moment donné. Et en fait, c'est rentrer aussi dans la tête d'un personnage. Et voilà, je pense que le film a été vu par des réalisateurs d'aujourd'hui. Je vais citer des noms par rapport à la manière dont il fait le montage. Darren Aronofsky a repris le montage que le spectacle commence dans Requiem for a Dream. Et le réalisateur de Shaun of the Dead, j'ai un trou, excusez-moi, de Shaun of the Dead ou de Scott Pilgrim, prend aussi un peu le même système de montage, c'est-à-dire ultra cut, pour donner un côté nerveux, enfiévré, et voilà. Alors, la palme d'or que le spectacle commence, c'est 1980. Bob Fosse n'a pas la palme d'or tout seul. Il aura la palme d'or avec quelqu'un d'autre. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça ne vous aura pas ennuyé, que ça vous aura donné envie de voir les films, mais qui sont ultra célèbres, donc pour la plupart. Donc voilà, mais si vous connaissez pas, je vous conseille d'y jeter un œil. Et je vous dis en tout cas à bientôt. Et pour les Palmes d'Or volume 3. Et je vous remercie. Je vous dis dans quelques temps sur Instagram ou sur YouTube. Je vous remercie. Au revoir.